Prise 5. Longtemps, le monde économique a considéré la planète comme un réservoir infini de ressources à exploiter. Malheureusement, la dégradation de nombreux écosystèmes naturels et la pénurie observée de certaines matières incitent désormais les entrepreneurs à considérer les ressources comme un patrimoine à gérer durablement. Ce sont les rapports Meadows, Halte à la croissance en 1972 et le rapport Brundtland en 1987 qui définit pour la première fois la notion de développement durable, qui peuvent être pris comme symbole de la mutation mondiale du rapport entre environnement et économie. En effet, jusqu'alors, la perception de ces deux sphères est divergente. L'économie constitue une menace pour l'environnement et l'environnement représente une contrainte pour l'économie. Prise 8. En 1973, on connaît le premier choc pétrolier qui vient ébranler un mode de production basé sur une lourde dépendance énergétique. C'est désormais dans l'intérêt même du développement économique qu'il convient de ménager les ressources naturelles et de les prendre en compte à leur juste valeur. Il faut attendre la conférence de Rio en 1992 pour que le paradigme politique traditionnel qui maintient néanmoins la primauté de la croissance économique sur la protection de l'environnement soit partiellement concurrencé par le paradigme politique alternatif, celui du développement durable. Ça va ou pas? On a tendance à vouloir accélérer, mais ouais. Ça va, tu te. Prise 11. Avant la fin des années 80, on avait toujours considéré les problèmes environnementaux localement et ponctuellement. Ensuite, mondialisation de l'économie oblige, les problématiques deviennent mondiales et complexes. On peut pointer ici le trou dans la couche d'ozone, les déforestations massives, le réchauffement climatique, jusqu'aux conséquences des OGM. Et ces problématiques nécessitent des réponses plus abouties, parfois même internationales. Prise 14. Après le protocole de Kyoto, sur un essai de régulation des émissions de gaz à effet de serre, il faut attendre les accords de Paris en 2015 pour connaître l'amorce d'une véritable réponse mondiale au changement climatique, avec pour corollaire des accords internationaux en matière de préservation de la biodiversité, de protection des sols et des océans. L'Europe, avec toutes les réserves que cela impose, est considérée comme à la pointe de la sauvegarde de l'environnement. En effet, plus de 70% de la législation environnementale actuelle en Belgique est d'origine européenne. Les entités fédérées sont chargées de la transposer dans le droit régional. Prise 14. Prise 14, ok. Slide 3, prise 19. Les réponses politiques aux impacts environnementaux des activités économiques n'ont pas toujours eu une ligne de conduite aboutie. On a plutôt procédé par à-coups au gré des obstacles rencontrés. L'article 23 de la Constitution belge stipule le droit à la protection d'un environnement sain pour chaque citoyen. Les différents niveaux de pouvoir en Belgique se sont aujourd'hui dotés d'ambitions et d'objectifs en matière de développement durable. Ainsi, il existe une stratégie fédérale de développement durable à l'horizon 2050, une stratégie wallonne de développement durable publiée en 2014 qui prévoit notamment la prise en compte systématique des principes du développement durable dans l'élaboration des politiques publiques. Et enfin, il existe un plan régional de développement durable en région bruxelloise qui a été édicté en 2017. Prise 23. D'autres réponses, peut-être plus terre à terre, ont également été mises en œuvre. Le principe du pollueur-payeur qui vise à responsabiliser les entreprises en leur faisant intégrer dans leur prix de production les coûts de leurs impacts environnementaux. C'est évidemment très complexe de monétariser ces pollutions. Certains outils permettent de s'en approcher, tels que les taxes, les permis de pollution ou bien encore les quotas de pollution. On insiste aussi à beaucoup plus de transparence quant à l'état de l'environnement, tant dans le domaine public, avec la publication de l'état des lieux de l'environnement, mais aussi dans le monde des entreprises, avec la rédaction de rapports de développement durable. Les autorités publiques ont également mis en place des incitants environnementaux qui se traduisent par soit des subsides ou des aides pour des investissements vertueux et d'utilisation rationnelle de l'énergie, ou à l'inverse, des taxes pour les comportements contraires à la protection de l'environnement. On a également institué des pôles de compétitivité et des clusters dédiés aux technologies vertes, tels que Greenwin, GreenTech, et ce afin d'accompagner les entreprises sur le chemin de la croissance verte. Prise 29. Se sont également développées des normes de management environnemental dans les institutions publiques et les entreprises, telles que les référentiels EMAS pour système de management environnemental et d'audit et ISO 14001, qui est à l'environnement ce que la norme ISO 9001 est à la qualité. Les marchés publics ont également connu leur mutation en intégrant des clauses de durabilité, favorisant les matériaux respectueux de l'environnement,
les entreprises certifiées en management environnemental, les circuits courts ou encore la préservation de la biodiversité. Les gouvernements régionaux promeuvent également les nouveaux business models qui ont été définis précédemment dans les différents modules du MOOC et particulièrement les mécanismes d'économie circulaire. Ces nouveaux modèles permettent, à l'instar des écosystèmes naturels, de gérer les ressources naturelles de manière totalement efficiente. Enfin, de nombreuses lois ont pour but de limiter les impacts environnementaux des activités économiques. Nous aurons l'occasion de les détailler dans une seconde capsule. Il y a eu du bruit. Ce qui est génial, c'est que tu as fait une pause quand il y a eu du bruit. C'est vrai. Slide 4, prise 31. Outre la législation environnementale actuelle, les autorités belges et européennes vont encore renforcer à l'avenir les mécanismes d'information et de sauvegarde de notre biodiversité naturelle. Dans un souci accru de transparence, l'affichage environnemental pourrait être généralisé à terme. L'affichage environnemental d'un produit consiste à communiquer aux consommateurs sur le support adéquat des informations quantifiées sur les principaux impacts environnementaux. Ceux-ci sont calculés sur l'ensemble du cycle de vie du produit. La taxe carbone également est au centre des débats. Elle consiste en une taxe ajoutée au prix de vente des produits ou de services en fonction de la quantité de gaz à effet de serre émis lors de la production, du transport ou de l'utilisation. Son but est d'orienter les habitudes des consommateurs vers des produits et de comportements limitant les émissions de gaz à effet de serre. Prise 34. L'internalisation des externalités négatives sur l'environnement devrait s'intensifier. Le principe du pollueur-payeur en est un exemple, et cela pourrait se généraliser à l'avenir. Si l'environnement est dégradé, c'est parce qu'il n'appartient à personne. Si le sol, le sous-sol, les réserves de poissons ou l'air avaient un propriétaire, celui-ci veillerait à ce que sa propriété soit utilisée de façon durable. Les conditions d'exploitation relatives aux installations et activités économiques vont poursuivre la même trajectoire et devenir plus contraignantes même, notamment en matière de rejet des eaux usées, de préservation des sols ou de conservation de la biodiversité. De même, les sanctions et les amendes administratives relatives aux comportements peu vertueux vont s'intensifier de toute évidence. Dans cette optique, l'Union européenne se veut un moteur à l'échelle mondiale. Capsule 2, slide 5, prise 36. À l'autre bout du spectre, et du principe du pollueur-payeur notamment, il existe des législations visant à prévenir des atteintes à l'environnement, à l'instar du principe de précaution. Des exemples récents incitent à cette prudence. L'état des sols en Wallonie notamment est préoccupant eu égard à son passé sidérurgique. Les dégâts relatifs à l'utilisation de l'amiante en termes de santé et d'environnement sont également avérés. Et aujourd'hui, connaît-on précisément les effets et les conséquences des nanoparticules sur l'environnement et sur la santé? Avant d'entamer toute activité économique, il convient de vérifier s'il ne faut pas introduire un permis d'environnement, ce que l'on appelait auparavant l'autorisation d'exploiter. Comment savoir si l'on est concerné? Ça dépend des activités économiques, d'une part, une entreprise de fabrication métallique par exemple, une imprimerie, un garage automobile, une salle de réception, et d'autre part, des installations sur le site, une cabine haute tension, un compresseur, une pompe à chaleur ou encore une unité d'épuration. Prise 39. Une fois le permis d'environnement obtenu, il s'agit de respecter les conditions d'exploitation relatives aux activités économiques ou aux installations sur le site. Ces conditions d'exploitation peuvent être générales et concerner la gestion de l'air, des odeurs, de l'eau, du bruit, ou sectorielles si elles concernent particulièrement un métier ou une installation. Prise 42. Dans les 3 entités fédérées, toute entreprise est tenue désormais de trier ses déchets. C'est une obligation légale. Les contrôles et sanctions seront à l'avenir de plus en plus sévères. Il convient de conserver les preuves de tri de ces déchets par la tenue d'un registre des factures de collecte. Les matières et déchets dangereux, de même, répondent à des conditions de gestion, de manipulation et de stockage très particulières. Il convient de veiller à l'étanchéité des contenants, notamment, et à séparer les matières dangereuses incompatibles.
La tenue d'un registre des déchets dangereux est obligatoire durant 5 ans également. Toute entreprise qui collecte ou transporte des déchets, même pour des quantités très faibles, doit présenter des cautions et des compétences suffisantes à cet effet auprès des autorités régionales. Ouais. Slide 6, prise 45. On poursuit avec les obligations environnementales. Le captage d'eau souterraine ou de surface nécessite la demande d'un permis d'environnement circonstancié. Il en est de même en amont pour les activités de forage et les équipements de puits destinés à une future prise d'eau souterraine. Cette ressource en eau n'est pas gratuite, elle fait donc l'objet d'une taxation sur la prise d'eau. Prise 46. Le rejet et l'épuration des eaux usées sont également réglementés. On distingue ici le rejet d'eau usée domestique de celui des eaux usées industrielles. Ces dernières nécessitent également l'obtention d'un permis d'environnement adapté. Dans ce cadre, les autorités gestionnaires de l'épuration des eaux sont à même de fixer des exigences d'épuration plus ou moins sévères selon la proximité et le dimensionnement d'une station d'épuration publique. Les eaux usées sont soumises à une taxation plus élevée si la charge polluante l'est aussi. Prise 50. On passe maintenant à la législation relative au sol. Selon l'historique des activités économiques d'un site, dans les 3 régions du pays, des études de sol peuvent être imposées aux propriétaires ou à l'exploitant afin de déterminer la charge polluante des sols, que ce soit en matière de métaux lourds ou encore d'hydrocarbures. Si ces premières études révèlent une ou des pollutions potentielles, le propriétaire ou l'exploitant sera tenu d'effectuer des études de caractérisation plus fines de la pollution de ces sols. Le cas échéant, il faudra même procéder à une dépollution du sol ou à tout le moins à des mesures de sécurisation du site. Ces études et besoins d'assainissement ont indéniablement un coût et pour les prévenir, il revient aux entreprises de veiller à préserver les sols durant l'exercice de leur activité. C'était la prise 50, ça. Prise 51. Les infractions à la législation environnementale, dont je vous ai donné quelques exemples auparavant, peuvent être sévèrement sanctionnées par des amendes pénales, des amendes administratives, voire même des peines de prison. Comme vous avez pu le constater, la législation relative à l'environnement, relativement mince il y a 50 ans, est aujourd'hui complexe et étendue. La lame de fond se poursuit dans le but de préserver notre capital naturel. Soyez-en convaincus. Prise 3. Intégrer la gestion de l'environnement dans une organisation se fait pas à pas. Les chemins pour y parvenir peuvent passer par une certification de management environnemental, telle qu'EMAS, ISO 14001, ou la responsabilité sociétale des entreprises, dite RSE. Mais souvent, ces procédures paraissent administrativement lourdes et peu adaptées aux petites et moyennes structures. Prise 5. Il s'avère alors judicieux de débuter par la mise en œuvre d'éco-gestes ou de bonnes pratiques environnementales. Il faut s'assurer en premier lieu de répondre à toutes les exigences légales en la matière. Mais par où commencer? Qu'est-ce qui peut aisément et progressivement être mis en œuvre au sein d'une entreprise ou d'un organisme? Prise 10. Commençons par les achats responsables, qui consistent en satisfaire les besoins en biens et services tout en prenant en compte le meilleur rapport qualité-prix tout au long du cycle de vie des produits et services, ainsi que des bénéfices que peut en tirer non seulement l'organisation, mais également la société dans son ensemble. Également en minimisant les dommages causés à l'environnement. Cela se traduit par l'achat de produits et services selon des critères respectant l'environnement, tels que les labels reconnus, l'écolabel européen, Energy Star, le label Ange Bleu, ou selon d'autres critères écologiques tels que ceux établis par la Commission européenne, le Guide fédéral des achats durables, le site internet achatVert.be ou encore auprès des co-entreprises. Il faut s'informer, s'interroger de toute évidence. Prise 16. D'autres principes régissent une politique d'achat durable.
Le fait de choisir des fournisseurs en circuit court, de réduire les emballages, de faible consommation énergétique et en eau, ou encore d'autres actions en faveur de la biodiversité sont autant d'autres critères très importants. Prise 19. Comme le préconise l'échelle de Lansing, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Dans une optique de prévention des déchets, les modules précédents du MOOC vous ont proposé quelques pistes afin d'en éviter la production. L'éco-conception et les nouveaux business models, tels que l'économie circulaire ou l'économie de la fonctionnalité, en font partie. Prise 20. Ces éléments peuvent se traduire par une collecte séparée de déchets, dans les ateliers comme dans les bureaux, afin de favoriser leur élimination adéquate. Mais aussi par un changement des modes d'approvisionnement matières et produits afin de limiter la production d'emballage. Ou encore, une amélioration des procédés de fabrication afin de limiter les chutes et rebuts lors de la production. Prise 21. Cela étant dit, pour mettre en place une politique efficace de gestion des déchets au sein d'une entreprise, il convient d'adopter une méthode qui se décline en plusieurs étapes. Il s'agit tout d'abord d'identifier toutes les fractions de déchets au sein de l'entreprise et pour celles qui sont triées, quelles sont les filières de réutilisation, de recyclage ou de valorisation. Prise 22. Une fois les déchets identifiés, il faut déterminer les législations associées, telles que par exemple les obligations de tri, les conditions de transport et de stockage ou encore les exigences administratives en la matière. Prise 24. Il convient ensuite d'opérer une gestion fine du tri des déchets. Prévoir des zones de stockage et des contenants adéquats, réaliser des supports de communication sont autant d'actions et d'outils prépondérants. La recherche de filières de recyclage et de valorisation est plus que jamais une étape importante, qui peut engendrer des rentrées financières non négligeables. En effet, de nombreuses filières naissent au gré des nouvelles technologies et des seuils de rentabilité sont désormais atteints pour le recyclage ou la valorisation de certains déchets. Enfin, sensibiliser le personnel est essentiel. C'est lui qui va concrètement procéder au tri quotidien des déchets. Changer les habitudes et vaincre les résistances prévisibles des salariés est une action nécessaire pour obtenir l'adhésion. Prise 26. Développer une politique efficiente de gestion des déchets est de toute évidence bénéfique d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue financier, avec des coûts moindres de collecte, des bénéfices liés au recyclage et à la réutilisation, ou encore la revente de déchets qui deviennent des matières premières pour d'autres entreprises. Cela renforce la compétitivité des entreprises, tout en améliorant l'environnement de travail et en atténuant les risques d'accident. Prise 31. Je vous invite à lire 3 vidéos sur le site çasuffitlegâchis.fr, déchets et des économies. De nombreux outils ont été développés ces dernières années afin de donner des solutions clés en main aux entreprises. N'hésitez pas à visiter les sites internet suivants. Prise 32. Poursuivons avec les bonnes pratiques en matière de gestion d'énergie. Je vous invite tout d'abord à découvrir cette petite vidéo humoristique en guise d'introduction. Celle-ci vise tant à l'utilisation rationnelle de l'énergie que des investissements en équipements efficients et peu énergivores. Réduire ses consommations énergétiques est essentiel dans un contexte de volatilité des prix et de pénurie annoncée des ressources pétrolières. Ça peut se traduire par des bonnes pratiques et des éco-gestes en matière d'utilisation des équipements consommant de l'énergie, avec par exemple l'extinction automatique des lumières, la suppression d'achats superflus, le dimensionnement adéquat des équipements selon les besoins, l'entretien régulier du matériel. Prise 34. Visons maintenant des investissements peu énergivores. Des chaudières à haut rendement, des ampoules économiques, de l'électroménager AA++, l'isolation des bâtiments, autant d'équipements qui permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie. Gare à l'effet rebond cependant. Un exemple concret d'effet rebond direct, je m'équipe d'une voiture à faible consommation mais j'augmente le nombre de kilomètres parcourus. Ou un exemple d'effet rebond indirect, le bâtiment est passif, l'économie d'énergie réalisée sur le chauffage est réinvestie dans des team building à l'étranger et en avion, malheureusement. Des structures, des outils permettent de poursuivre les objectifs d'utilisation rationnelle de l'énergie. Vous en trouvez quelques exemples ici. Prise 36. L'informatique et les technologies de l'information représentent environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit autant que celles de l'aviation civile. L'industrie des TIC contribue largement à l'épuisement des ressources non renouvelables, rares et difficilement substituables.
Il existe énormément de bonnes pratiques méconnues du grand public et qu'il est possible de mettre facilement en place pour diminuer les impacts environnementaux liés à l'informatique. Pour ce faire, on peut cibler 5 domaines d'action. Prise 37. À l'achat, il s'agit de bien évaluer les besoins en matériel. Les équipements performants portent bien souvent des labels reconnus comme Blue Angel, TCO, IPIT ou encore Energy Star. Lors de l'utilisation des TIC, il est tout à fait possible de réduire drastiquement la consommation d'énergie par des mises en veille ou des coupures automatiques, en sauvegardant des pages et des documents afin d'éviter de nouvelles recherches inutiles ou en utilisant des raccourcis clavier. Limiter le volume de la boîte email ou encore optimiser le parc et l'utilisation d'imprimantes ou de serveurs. Faire appel à un spécialiste est également bienvenu pour une configuration optimale des PC, des tablettes, des smartphones et encore des imprimantes. Le développement adéquat de sites internet dès la conception a des répercussions importantes sur leur efficacité et leur consommation énergétique. La police, un design épuré, des pages statiques, des images et des vidéos optimisées, toutes ces fonctionnalités y participent. Prise 40. Mais quid de la fin de vie du matériel TIC? Une seconde vie ne peut-elle pas être donnée à du vieux matériel? Dans la négative, la collecte systématique et le traitement approprié de ces déchets constituent une condition préalable au recyclage des matériaux et des métaux rares présents dans les PC, imprimantes et téléphones usagés. Enfin, la sensibilisation du personnel est également prépondérante. Convenons-en. Prise 43. Passons à la mobilité maintenant. Automobilistes, navetteurs, piétons, cyclistes ou encore motards, tous les usagers de la route s'accordent à dire que les problèmes de mobilité s'aggravent en Belgique. Les nuisances environnementales, économiques ainsi qu'en termes de santé sont en outre considérables. Prise 44. Devant l'urgence, de nombreuses initiatives du secteur privé ont émergé ces dernières années. Elles proposent des solutions innovantes, accessibles et parfois surprenantes à tout type d'entreprise. Prise 50. Tout d'abord, la carte mobilité qui peut être inclue dans le package salarial. C'est une carte de paiement combinée pour les trajets en transport en commun et les véhicules partagés ou non. Certaines permettent même de régler le taxi, une place de parking, la recharge d'un véhicule électrique ou encore le plein de carburant. Des applications mobiles peuvent compléter la carte mobilité et permettre la consultation du solde restant par exemple, la géolocalisation des partenaires ou encore d'autres outils d'aide à la décision. Il existe également les leasing multimodaux. De nombreuses sociétés de leasing ne se limitent plus à l'automobile et proposent des offres alliant plusieurs types de véhicules tels que la voiture, la moto, le scooter ou encore le vélo. Passons aux voitures partagées. Le système des voitures partagées est un service sur abonnement ou non qui propose des véhicules privés ou particuliers à la location ou au partage. Ce secteur est en pleine expansion et propose des formules différentes selon le profil des clients. Prise 56. Enfin, il existe des facilitateurs de mobilité. Ceux-ci proposent une multitude d'outils, tels que la multimodalité, la disponibilité d'espaces de coworking, des places de parking ou encore des itinéraires alternatifs. Les plateformes web et les applications smartphone révolutionnent considérablement le métier. Prise 59. Cette panoplie non exhaustive d'outils vise globalement à réduire la congestion et les nuisances, renforcer la sécurité routière ou vaincre la dépendance énergétique. Prise 62. Venons-en à la gestion de l'eau. Quelques constats tout d'abord. Un robinet qui goutte équivaut à 35 m3 par an d'eau volatilisée, soit 140 €. Pour une chasse de WC qui fuit, c'est entre 50 et 220 m3 par an, soit de 200 à 880 €. De même, la taxe annuelle sur les eaux usées est proportionnelle à leur charge polluante. Réaliser des économies d'eau permet dès lors de préserver nos ressources tout en allégeant la facture. En ce qui concerne l'eau chaude, cela permet en outre d'économiser l'énergie. Mais comment réduire sa consommation en eau? Tout d'abord, en effectuant un suivi régulier des consommations. Un pic de consommation permet de détecter une anomalie, comme une fuite, des comportements inadéquats ou une erreur en production. Les modifications comportementales sont comme toujours essentielles. Prise 63. Enfin, l'installation d'équipements hydroéconomes, souvent peu onéreux, apporte de rapides retours sur investissement. Récupérer l'eau de pluie, travailler en circuit fermé en production, installer des réducteurs de débit et des mitigeurs thermostatiques pour les robinets, prévoir des mécanismes WC double commande sont autant de solutions pratiques et pas chères pour réduire sa facture d'eau. Prise 64. Terminons par la préservation de la biodiversité.
La biodiversité fournit à l'homme de nombreux produits et services irremplaçables. Fragile, elle est particulièrement menacée. Toute activité humaine a un impact plus ou moins important sur l'environnement, en ce compris la biodiversité. Les entreprises n'échappent pas à ce constat. Elles peuvent cependant, à leur niveau, agir pour la protéger et même la promouvoir. Plusieurs leviers d'action existent, dont, premièrement, la conception et l'aménagement des espaces verts autour des entreprises. De même, en production, le choix de matières premières renouvelables favorise la conservation du capital naturel. Les entreprises peuvent également nouer des partenariats avec des associations œuvrant à la préservation de la biodiversité. Je cite ici Natagora, Biplanet, mais il en existe d'autres. Prise 66. Comme vous avez pu le constater, il existe beaucoup de leviers d'action pour atténuer progressivement les impacts environnementaux des activités économiques. De nombreux outils plus transversaux ont été développés ces dernières années et méritent toute votre attention. Je vous en donne ici quelques exemples, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Prise 69. Après avoir passé en revue lors de la troisième capsule différentes bonnes pratiques environnementales, passons à la vitesse supérieure avec la mise en œuvre d'un système de management environnemental en entreprise dite SME. L'objectif d'un SME vise à améliorer les performances environnementales et managériales de l'entreprise dans sa globalité. Les avantages d'un tel système sont évidemment nombreux. C'est d'abord créer une structure organisationnelle, souvent absente dans les PME, dans une optique toujours d'amélioration continue. C'est aussi augmenter la compétitivité par la baisse et la maîtrise des coûts énergétiques par exemple, même celle des matières premières, de l'eau, de la production de déchets, du rejet des eaux usées ou encore d'une politique de mobilité optimale. Les clients sont désormais beaucoup plus exigeants également en matière de respect de l'environnement et imposent davantage à leurs fournisseurs. La mise en place d'un SME certifié permet justement de répondre à ces demandes, notamment dans le cadre des marchés anglo-saxons. Dans les appels d'offres et les marchés publics, les critères de durabilité sont désormais exigés également. Un SME permet de répondre à ces conditions d'octroi relativement facilement. Prise 70. De même, mettre en place un SME a un effet fédérateur pour le personnel de l'entreprise. Il se sent bien souvent impliqué et cela se traduit par une amélioration du bien-être et la diminution des risques pour les salariés. Tout ceci participe à améliorer l'image de marque d'une entreprise, et ce à l'intention de tous ses stakeholders, que ce soit les actionnaires, les banques, les assurances, les clients, les riverains, la collectivité, les associations locales et même les autorités. Accessoirement, le respect de l'environnement pointe en filigrane de tous ses bénéfices. Prise 72. Il existe plusieurs types de SME. Les plus connus sont EMAS, le système européen d'audit et de management environnemental, et la norme internationalement reconnue ISO 14001 qui est à l'environnement ce qu'est la norme ISO 9001 à la qualité. Il existe également le label Entreprise écodynamique à Bruxelles ou le label international Clé verte pour les structures d'hébergement. D'autres SME existent à l'échelle des secteurs professionnels, d'entreprises diverses, mais n'aboutissent pas obligatoirement à une certification en bonne et due forme. La mise en place d'un SME se déroule en 4 phases, selon un processus d'amélioration continue, à savoir Plan, Do, Check, Act. La première étape consiste en un état des lieux des impacts environnementaux significatifs des produits et services de l'entreprise. L'entreprise fixe ensuite des cibles et des objectifs d'amélioration prioritaires. Cela peut être des objectifs de réduction de consommation énergétique, en eau, de production de déchets ou encore d'achat en matière durable. Sans oublier que l'objectif de respect de la législation environnementale apparaît toujours comme une priorité dans un SME. Prise 73. Dans un deuxième temps, on va déterminer les moyens techniques, humains et financiers pour mettre en œuvre le programme d'action environnementale. On parle ici de sensibilisation et de formation du personnel, d'investissement technologique ou encore d'implication de la direction. Prise 75. La troisième étape permet de vérifier si ce qui est mis en œuvre à travers une période de temps bien définie est suffisant pour atteindre les objectifs établis. Le cas échéant, des actions préventives et correctives peuvent être décidées pour ne pas dévier de cap. Enfin, en quatrième lieu, la revue de direction sert à analyser le système dans son ensemble et en fonction des résultats obtenus, d'envisager des engagements futurs. À la suite de cette quatrième étape, la roue de Deming tourne et on recommence le processus Plan, Do, Check, Act. Prise 77. Les normes ISO 14001 et EMAS évoluent avec leur temps.
Auparavant, on pouvait considérer ces SME comme trop procéduriers. De même, ils n'intégraient pas le concept d'analyse de cycle de vie et pouvaient pêcher en matière de communication interne et vers les stakeholders. Prise 78. Ce n'est plus le cas désormais. L'approche du SME n'est pas cloisonnée et prend en considération tout le contexte organisationnel et gravitationnel de l'entreprise, ce qui lui donne une optique très holistique, voire stratégique. Dans la même veine, la communication vers l'extérieur revêt une importance à ne pas mésestimer. Prise 79. La responsabilité sociétale de l'entreprise, dite RSE, repose sur une démarche volontaire de développement durable. Elle ne se limite pas à l'environnement et n'est pas basée sur une certification comme le sont les SME. La RSE, c'est la responsabilité d'une entreprise dans ses impacts sur la société et sur l'environnement. Je vous invite à regarder cette petite vidéo introductive. Prise 82. L'engagement de l'entreprise dans une démarche RSE implique de trouver un équilibre entre enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux dans ses activités et dans les interactions avec ses stakeholders. Ainsi, différents projets peuvent être mis en place pour les entreprises, comme par exemple déployer une politique en faveur de la diversité et l'égalité des chances, privilégier de nouveaux modes de déplacement pour une mobilité plus durable, travailler à l'amélioration du bien-être des collaborateurs dans leur globalité, co-construire une politique d'achat durable et responsable, ou encore expérimenter de nouveaux modèles économiques et proposer de nouvelles offres. Prise 86. Les premières phases d'une démarche RSE consistent à identifier les parties prenantes puis à écouter leurs attentes pour déceler les enjeux RSE auxquels l'organisation doit répondre. Ensuite, un plan d'action est mis en place, incluant généralement la formation des collaborateurs à la RSE. S'ensuit une phase de communication interne et externe sur les engagements et la performance RSE de l'organisation à travers les valeurs affichées et partagées, la valorisation des bonnes pratiques ou encore un rapport de développement durable. Prise 86. Tant pour les SME que la RSE, il existe des outils et des méthodologies pour quantifier et qualifier les impacts environnementaux d'un organisme, mais aussi pour établir des plans d'action, pour les évaluer ou encore pour organiser une procédure de documentation. La liste est ici non exhaustive et en perpétuelle évolution. Prise 88. Passons maintenant à la capsule 5 dédiée à la communication environnementale. En guise d'introduction, ce film fait le point sur les leviers de la communication responsable et présente plusieurs bonnes pratiques mises en place par des organisations publiques et privées. Avec en filigrane les questions auxquelles il faut toujours pouvoir répondre. Qu'est-ce qu'un message responsable ? Comment concevoir un support responsable ? Et quelle gouvernance mettre en pratique ? L'enjeu de la communication consiste à renforcer l'image que l'entreprise peut retirer de son action environnementale. Prise 89. La communication doit s'exercer à deux niveaux. La communication interne d'une part, il faut pouvoir communiquer la politique, les responsabilités, la sensibilisation du personnel et rendre disponible la documentation du SME ou de la RSE. La communication doit être collective. Chacun doit pouvoir faire remonter l'information et rendre compte à la direction de la performance du SME ou de la RSE. La communication externe, d'autre part, vers les parties prenantes consiste en premièrement, communiquer la politique environnementale de l'entreprise au public. Également, analyser les éventuels besoins ou demandes des parties intéressées externes et y apporter des réponses. Les revendications, les questions ou les propositions peuvent être source d'innovation ou d'opportunités. Il faut aussi pouvoir communiquer les procédures à suivre aux fournisseurs et aux sous-traitants, de même qu'il faut pouvoir identifier les situations de crise, systématiser les procédures de communication en de tels cas et tester leur efficacité. Attention cependant au greenwashing, qui désigne les pratiques d'une entreprise qui utilise l'argument du développement durable de manière inappropriée dans sa communication. Pratiquer le greenwashing, sciemment ou non, c'est risquer d'entacher sa réputation auprès des clients, des bailleurs de fonds et même des partenaires. Des associations de consommateurs sont vigilants et avec l'essor des réseaux sociaux, il est aisé et rapide, en quelques clics, de déconstruire l'image d'une entreprise élaborée parfois depuis de nombreuses années. La communication responsable prend ici tout son sens. Vous trouvez ici quelques exemples de communication environnementale bien sentie et innovante.